Ces produits, on les retrouve partout sur les réseaux sociaux. Un site qui propose des répliques de luxe, de la contrefaçon. Revendre en ligne des produits proposés et stockés par d'autres plateformes. C'est le fait de vendre un produit qu'on ne possède pas. Ça porte un nom, le dropshipping. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le dropshipping est mal vu en France. Pourquoi le dropshipping est vu comme un business d'escrocs, de voleurs, de menteurs, de manipulateurs. Surtout dans une époque où on a un ancien président qui porte bracelet, des candidats à la présidentielle qui ont été chopés pour emploi fictif, des choses vraiment pas très claires se passent dans le monde politique et dans d'autres secteurs d'activité, mais je trouve qu'on tape beaucoup trop sur les doigts des dropshippers. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo en donnant mon avis sur le sujet et en disant si 1, ils ont tort, ou si 2, les dropshippers ont tort. Donc on va compter les points et je vais essayer d'être le plus transparent possible. Donc je compte sur vous en commentaire pour me donner votre avis. Et là, cet avis-là n'engage que moi. Si vous êtes d'accord, vous dites que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Je vais essayer d'être le plus impartial possible. En plus, vous savez, moi, j'ai atteint ma liberté financière grâce au dropshipping. Donc forcément, j'ai un avis un peu biaisé, mais je vais essayer d'être juste, d'être le plus transparent possible sur la situation globale. Donc vous êtes prêts? Allez, go, c'est parti. Le premier facteur qui fait que le dropshipping est mal vu en France, c'est par rapport au débordement et aux arnaques. On va pas se mentir, le dropshipping, c'est un business qui est assez nouveau. Bon, il y en a qui le font depuis 10 ans, mais on va dire, grâce à des personnes qui ont rendu ça mainstream, c'est vraiment devenu un peu plus commun de faire du dropshipping. Donc déjà, c'est un business qui est très nouveau et il n'y avait pas énormément de législation autour du dropshipping, mais surtout aussi autour du e-commerce en général. Donc justement, à la base, le dropshipping, c'était ouvert à tout le monde. Du fait qu'il n'y ait pas de législation, on pouvait ouvrir un Shopify sans avoir de société, on pouvait ouvrir des Stripe sans avoir de société. Donc qui dit aussi peu de vérification, dit des débordements, des colis pas envoyés, des délais de livraison pas respectés et surtout du marketing trompeur. Parce que souvent on s'en rend pas compte, mais tout ce qui est mettre de l'urgence sur les stocks, quand c'est faux, on n'a pas forcément le droit. Mentir sur la provenance du produit, c'est interdit. Et de ce fait, il y a eu énormément de débordements, voire même parfois des arnaques. Donc déjà là, c'est le premier tabou et franchement, je vais mettre quand même un point pour la société. Parce qu'honnêtement, il y a eu énormément de tabous et il faut dire quand c'est mal, c'est mal. Moi, franchement, à l'époque où je me suis lancé dans le dropshipping, je vais pas vous mentir, c'était la jungle. Et là, on voit beaucoup plus de blocage autour de Stripe, des Shopify qui sautent. En fait, les entités ont pris leurs responsabilités. Parce qu'au bout d'un moment, dans chaque secteur qui est mal encadré, il y a des débordements. En ce moment, on parle beaucoup des influenceurs, on en parlera plus tard. Le fait qu'il n'y ait pas assez d'encadrement, ça provoque des débordements. Donc autour du dropshipping, il n'y avait aucun encadrement. Donc dans tout business, lorsqu'il n'y a pas d'encadrement, il y a des personnes qui viennent un peu faire la merde. Le deuxième point, c'est le côté atypique des dropshippers. Pour être transparent avec vous, j'ai l'impression qu'en France, le côté atypique des dropshippers dérange. Qu'est-ce que j'entends par le profil atypique? En général, le dropshipping, c'est des mecs qui sortent à peine d'études, qui viennent à peine d'avoir leur bac ou qui viennent de finir leurs études supérieures et encore. Et de ce fait, le profil d'entrepreneur dérange. Parce qu'à la base, les entrepreneurs traditionnels, qu'est-ce que c'était? C'est des personnes qui sortent d'études, qui sortent d'une grande école et qui viennent d'une bonne famille et qui sortent une entreprise et qui arrachent tout. Et là, le truc qui dérange, c'est qu'en fait, l'ascenseur social, il redémarre. En fait, là, ça redistribue toutes tes cartes parce que le dropshipping, tout le monde peut se lancer. Des personnes comme moi, des personnes riches, des personnes pas riches, des noirs, des blancs. Et en fait, il n'y a plus de discrimination quand tu fais du dropshipping. Parce qu'à la fin, le client, il achète et il sait même pas vraiment qui est derrière la boutique. Et je pense vraiment que c'est un truc qui dérange parce que ça casse les codes. On va dire un peu la vérité. L'objectif de la société, c'est que chacun reste à sa place. Et ce type de business digital permet de casser tous les codes et permet justement de redistribuer les cartes. Et là, c'est un point que je vais donner au dropshipping. Par exemple, je vous donne mon exemple à moi. Moi, si je me suis lancé dans le dropshipping, c'est parce qu'à l'époque, je cherchais une alternance et j'étais en école de commerce. J'étais quand même en bac+5 et j'étais le seul de ma promotion sans alternance. Si j'avais pas eu le dropshipping, si j'avais pas eu cette opportunité, j'aurais même pas pu finir de payer mon école de commerce et j'aurais arrêté mes études. Et là, ça se trouve, je serais peut-être au chômage, j'aurais jamais finalisé mon master, je sais même pas comment j'aurais fait. Donc en fait, je suis pas censé être ici. Et je le vois, il y a des personnes que je coach qui sont pas censées être là où ils sont. Mais c'est un truc qui m'a clairement marqué dans mes cours de CS, c'est qu'on va dire 30% de fils d'ouvriers restent ouvriers, 30% de fils de cadres deviennent cadres, 30% de fils de fonctionnaires restent fonctionnaires. Et en fait, tout le monde est censé rentrer dans des cases. Et en fait, ce qui dérange, c'est qu'avec la digitalisation, avec tous ces métiers du digital, il n'y a plus tout ça. En fait, tout est en train de se casser, tout est en train de se redistribuer. 90% des personnes qui font du dropshipping ne font pas forcément attention à la qualité des produits. Et c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur le fait que bien choisir son produit et bien vérifier la qualité des produits, c'est très important. Parce que justement, si vous promettez des choses sur votre site
site internet, mais que derrière vous n'avez pas commandé le produit, ça peut être problématique. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de dropshippers, parce que comme vous savez, le dropshipping, c'est le fournisseur qui envoie des produits directement au client et vous avez juste fait l'interface, le site internet et géré le marketing. Le problème de tout ça, c'est que parfois, certaines personnes lancent des produits sans même avoir vu le produit, sans même avoir eu le produit dans les mains. Donc vous n'êtes pas au courant des défauts, vous n'êtes pas au courant des points négatifs du produit et au final, c'est même le client qui vous apprend des défauts sur le produit. Et là, c'est très problématique. Donc c'est pour ça que je donnerai quand même un point à la société. Il y a eu vraiment des grands abus. Mais là, je gère la pierre à personne. Même moi, ça m'est arrivé de vendre des produits qui n'étaient pas qualitatifs. Puis en regardant mon SAV, que je me suis dit, oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de constater que le produit, il se passe ça. Ben justement, là, c'était de ma faute parce que j'avais pas pris le temps de commander le produit avant de vendre. Donc c'est pour ça que maintenant, systématiquement, j'essaye quand même de prendre le temps de commander les produits avant de les vendre. Ensuite, on va parler des délais de livraison. Les délais de livraison, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. En dropshipping, les délais de livraison sont infernales. Les produits, les gens les reçoivent entre 2 à 3 semaines. Mais, et je dis bien mais, certaines personnes le mentionnent sur le site. Les personnes qui ont tort, justement, ont tendance à mentir sur les délais de livraison. Drop de Travis Scott. Ben, les drops, des fois, vous recevez des articles en 1, 2, 3 mois. Et personne ne se plaint. Les gens disent non, c'est Travis Scott, il y a beaucoup de demandes. Non, pourquoi? Donc, et c'est pareil pour Fashion Nova. Il y a des articles chez Fashion Nova, on peut les recevoir en 2 à 3 semaines. Pareil pour Shein. Donc, au final, il y a plein d'entreprises qui ont une grande renommée et qui ont des délais de livraison très très longs. Et donc, du coup, moi, j'ai clairement l'impression qu'on tape du doigt sur les dropshippers comme si c'était les seules entreprises qui mettaient du temps à livrer des produits. Ça arrive pour énormément d'entreprises. Et moi, je pense vraiment que là, c'est un peu de la mauvaise foi parce qu'il y a énormément d'entreprises qui livrent avec des longs délais. Mais quand c'est des grosses entreprises, on dit, ah, c'est dû à leur succès, c'est pour ça qu'ils prennent du temps à livrer les commandes. Mais quand c'est un dropshipper, ah, c'est des arnaques, les produits viennent de Chine. Et on va aussi parler de la provenance des produits. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, les produits ne sont pas qualitatifs, ils viennent de Chine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les produits ne sont pas qualitatifs et ils viennent de Chine? Répondez-moi à cette question, quel produit ne vient pas de Chine? Et là, j'ai acheté un pull chez Zara, il vient de Chine. Je vais regarder l'étiquette, c'est du Made in China. La plupart des choses qu'on consomme viennent de Chine. Nos téléphones sont assemblés en Chine. Il y a énormément d'articles qui viennent de Chine. Donc en fait, j'ai un peu l'impression que, encore une fois, c'est une raison pour taper sur le dropshipping en disant les produits sont pas qualitatifs, les produits viennent de Chine. Mais de nos jours, tout vient de Chine. Donc là, je donne un point complet au dropshipping, les influenceurs et le marketing d'influence. Donc là, j'ai même envie d'utiliser le terme influ-voleur, mais ça serait vraiment cracher dans la soupe vu que j'ai énormément utilisé le marketing d'influence avec mes boutiques de e-commerce. Mais on va être transparent. On va être transparent et on va parler sérieusement. Qu'est-ce qui a vraiment dérangé avec le dropshipping en France et pourquoi le dropshipping est plus tabou en France qu'en Allemagne, qu'en Italie? Il y a peut-être des raisons. Moi, je pense qu'une grande partie du fait que c'est devenu tabou, c'est à cause des influenceurs. Je vais pas remettre la faute sur eux parce que c'était une période où ils pouvaient gagner énormément d'argent et qui aurait refusé de prendre autant d'argent? Mais le problème, c'est que certains influenceurs pouvaient monter à 5, 6, 7, 8, 9, 10 pubs par jour sur leur Snapchat. Du coup, ça devenait n'importe quoi et du coup, les gens commençaient à comprendre qu'il y avait anguille sous la roche. Parce qu'à l'époque, moi, quand je me lançais en 2018, à l'époque, moi, des fois, ça m'arrivait pour faire un peu d'argent, je faisais un peu Uber. Et quand je parlais à des clients, des fois, ils disaient « Ah, je suis cette influenceuse parce qu'elle donne beaucoup de bons plans. » Au début, les promotions faites par les influenceurs, c'était vu comme des bons plans. Sauf qu'au fur et à mesure, c'était vraiment vu comme des placements de produits à gogo pour des sites de dropshipping avec des produits de merde. Donc en fait, je pense que les influenceurs ont grandement joué dans le fait que le dropshipping est devenu mal vu parce qu'au nombre de promotions qu'ils faisaient, ça devenait même aberrant. En Allemagne et aux Pays-Bas, le dropshipping, les canaux d'acquisition les plus utilisés, c'est les canaux d'acquisition en ads. Facebook ads, TikTok ads, Snapchat ads. Donc tant que c'est des ads, en général, ça fait moins tilt que c'est du dropshipping que quand c'est des influenceurs qui à chaque fois proposent des bons plans, bons plans, bons plans. Donc tous les jours, il y a des codes promo. Donc au bout d'un moment, il y a eu une surexposition du dropshipping. Je suis désolé, même si j'ai bien mangé dans la soupe, je vais quand même mettre un point sur la société parce que je peux comprendre que le surplus de promotion, trop c'est trop, et donc du coup, ça devient mal vu. Mais au final, ça nous a même desservi parce que le marketing d'influence ne marche plus en France. 90% des influenceurs français ne sont plus aussi rentables qu'ils ne l'étaient. Ensuite, on va parler d'un autre point. Là, un point qui fait que c'est tabou, et disons la vérité, c'est la fiscalité. J'aurais peut-être dû en parler avec le côté atypique des dropshippers, mais c'est la fiscalité. Qu'est-ce qui se passe? La majorité des dropshippers, soit ils ne déclarent pas, ou soit lorsqu'ils ne déclarent pas, vont justement déclarer à l'étranger dans des pays où l'imposition est plus faible. Et du coup, ça dérange, parce qu'on a des personnes qui vendent en France, mais qui payent, voire ne payent pas d'impôts dans d'autres pays. Et du coup, en termes d'économie, ça n'arrange pas. Parce que comment ça se passe, l'économie? C'est que les gens sont payés, et ensuite consomment, et les entreprises payent de la TVA, puis des impôts, et ça revient dans la poche
de l'État, et puis après c'est redistribué, et en fait c'est une boucle. Mais en fait le problème avec cette boucle-là, c'est que le dropshipper, au final, les gens sont payés, puis ils consomment sur des sites de dropshipper, et des dropshippers prennent son argent et ils se cassent. Donc en fait le problème c'est que le fait de casser cette boucle-là, logiquement ça dérange, parce que du coup l'État ne récupère pas de TVA, l'État ne récupère pas forcément d'impôts, donc quel intérêt a forcément l'État de parler en bien des dropshippers? Donc là du coup, je vais mettre encore un demi-point pour la société, parce que je comprends, ça reste quand même un peu injuste le fait que des personnes vendent à des clients français, mais ne payent pas leur imposition en France. C'est logique, mais pour contrebalancer et être vraiment juste, il faut se mettre aussi à la place des entrepreneurs qui, au bout d'un moment, si tu travailles sur ordinateur, tu n'as pas tes stocks en France, tes produits ne passent pas par la France, tu n'es pas impérativement obligé de baser ta société en France. Maintenant, l'objectif, c'est de gagner le plus d'argent possible. Pourquoi tu vas baser ta société en France alors qu'au final, sur papier, il n'y a aucune partie de ton entreprise qui a besoin d'être basée en France? Donc c'est triste à dire, mais je peux comprendre aussi, parce que moi, d'ailleurs, InSwipe, c'était en France, mais je me suis fait allumer des fesses. Donc tu as l'impôt, ensuite tu as l'impôt sur le revenu, ensuite tu as la TVA, ensuite tu as l'impôt sur la société, mais à la fin tu as 20%, moins 20%, moins 20%. Bref, à la fin, il te reste 50% de ce que tu as gagné. Il te reste même 50% de ton chiffre d'affaires. Donc je te parle même pas du bénéfice. Ça veut dire à la fin, je peux comprendre pourquoi certains entrepreneurs décident de s'expatrier, parce qu'à la fin, trop c'est trop. Tu décides de t'en sortir dans la vie pour entreprendre des choses, pour à la fin devoir tout redistribuer. Mais moi, pour mon avis personnel, je trouve que le fait de trop redistribuer, ça crée un pays d'assistés. Parce que logiquement, par exemple, les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Tu travailles pas, t'as pas d'argent. C'est tout, c'est comme ça. Bien sûr, il y a des assurances, etc. Mais c'est un pays beaucoup plus dur. Et du coup, les gens sont beaucoup plus durs. Et c'est pas pour rien que c'est la première puissance mondiale. Mais en gros, c'est pour ce type de raison, parce que c'est un pays capitaliste. Et le problème en France, c'est qu'on a un pays d'assistés. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un pays d'assistés? C'est que les gens attendent toujours qu'on leur donne la main pour avancer. Et c'est ça aussi le problème. C'est que à force d'attendre qu'on nous donne la main, on fait rien, il se passe rien. Et les gens restent justement dans leur classe moyenne. Et tu travailles un an, et après tu touches le chômage un an, etc. Mais au final, cette balance, elle se répercute comment? Sur les gens qui gagnent bien leur vie et les gens qui ont décidé de se bouger un peu le cul. Ça veut dire là, même moi je suis un peu mitigé, parce que j'ai été pauvre, donc j'ai bien profité du système. Quand j'ai été petit, j'ai eu un cancer alors que mes parents n'avaient pas forcément leurs papiers, donc j'ai eu l'hôpital gratuit, j'ai eu ma chimio gratuit. Donc d'un côté, le système en France il est bien fait, mais d'un autre côté, maintenant que je suis entrepreneur, je peux comprendre aussi que ça fait chier de payer autant quand tu t'es bougé le cul pour sortir de ton train de vie. Donc je suis un peu mitigé. Donc je vais mettre des points des deux côtés. Franchement, dites-moi en commentaire parce que là je suis trop mitigé. Ensuite, on va revenir au dernier point. L'autre tabou, c'est la concurrence déloyale. On va être clair. Une personne qui fait du dropshipping et qui s'expatrie à l'étranger n'a pas de TVA à payer. La TVA, c'est quand même 20%. Donc je vous explique, quand tu as un produit qui coûte 100 €, comme il y a la TVA, tu vas devoir le vendre à 120 €. Du coup, ton prix il est moins attractif parce qu'il est plus cher. Donc du coup, ça crée un peu de la concurrence déloyale parce que les gens qui font du dropshipping, le dropshipping c'est un business flexible. Hormis des frais Shopify et des frais Stripe et quelques frais, t'as pas de charge fixe. Une personne qui a une boutique physique a des employés, a des locaux, a des stocks, a des invendus. Une personne qui a du dropshipping, elle a des frais Shopify, etc. Et donc du coup, ça crée un peu en quelque sorte une sorte de concurrence déloyale parce que certains dropshippers n'ont pas de TVA à payer. Donc du coup, ils peuvent se permettre d'arriver avec des prix ultra concurrentiels. Donc t'imagines, je peux comprendre que ça dérange parce que on vient, on casse les prix, on paye pas d'impôts et en plus de tout ça, on vend sur des clients en France. Donc au final, on prend l'argent et on va le dépenser dans un autre pays. Donc en soi, je peux quand même comprendre. Donc là, pour le coup, je vais donner un point à la société. Je suis vraiment désolé. Désolé les dropshippers, mais là, j'ai mis un point sur la société. Le dernier point, et là, vous me donnerez votre avis en commentaire, c'est le mépris de l'entrepreneuriat en France. On va être transparent et disons les termes. Les Français ont du mépris pour les riches. Et ça, c'est vraiment dommage parce que en soi, dans des pays comme les États-Unis ou comme l'Angleterre, surtout chez les anglo-saxons, la réussite entrepreneuriale, c'est une fierté. Tu vas arriver avec une belle voiture, les gens vont t'applaudir, vont te regarder et vont se demander « Waouh, comment il a fait ?» En France, tu arrives avec une belle voiture, les gens vont te cracher dessus, les gens vont la rayer, les gens vont dire « C'est sûrement un escroc. Si c'est un riche, il vole. » Monsieur, vous pouvez aller. Oh, ma bouteille! Vous avez jeté ma bouteille. Allez-y, monsieur. Ils sont jaloux, t'inquiète. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pensé comme ça à une époque. Moi, je viens d'un milieu assez pauvre. Il y avait que des gens dans le salariat autour de moi. Et pour moi, les gens qui étaient extrêmement riches étaient soit des Illuminati,
Sois des voleurs. Non, pour être transparent, ça veut dire moi j'étais matrixé, je pensais au complot, je pensais à plein de choses. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me sortir les doigts du cul, commencé à me documenter vraiment sur ce que les riches faisaient et commencé à lire des livres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de mépris à avoir, il n'y avait pas de jalousie à avoir, que si tu veux quelque chose, tu vas, tu te bouges les fesses et t'arrêtes d'attendre d'avoir ton RSA pour vivre avec. Je suis désolé, c'est cru et il n'y a pas de mépris dans mes paroles, mais c'est la vérité. Le fait qu'on soit dans un pays d'assistés crée de l'assistanat et crée des fainéants. Et moi-même, je l'ai été. À une époque, je passais mon temps à fumer. Et ouais, j'ai une époque, je fumais du bon shit, ça faisait trop du bien. Et non, à une époque, je fumais beaucoup. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que je fumais et j'avais mon chômage. Et tous les jours, j'étais là. Puis je me disais, putain, mon chômage, je reçois 950. Pourquoi je vais me casser le cul à aller trouver un travail? Et du coup, des fois, c'est des personnes fainéantes qui disent, mais comment il a fait? Mais comment voulez-vous qu'il fasse? Il a travaillé. En France, il y a un énorme mépris sur l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. C'était pour éveiller des consciences et montrer à des personnes qui viennent de mon milieu qu'il y a une autre voie qui est possible, c'est l'entrepreneuriat. Et en France, on parle pas énormément d'entrepreneuriat. À moins que vous alliez sur des chaînes spéciales, mais on parle pas beaucoup des entrepreneurs. Genre, si là, je vous demande de me donner des 10 fortunes françaises, vous n'êtes pas beaucoup à me les donner. Mais en soi, c'est pas normal. Allez poser cette question-là à des Américains, ils seront en capacité de vous les citer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose dont tout le monde en parle. Alors qu'en France, justement, c'est pas ça. En France, on est un pays, déjà, on est un pays réfractaire, on est un pays où on aime beaucoup se plaindre, on est un pays où on n'aime pas que les gens soient supérieurs à nous. Donc les gens en France aimeraient bien que tout le monde touche la même chose et qu'on ait un salaire moyen et une classe moyenne et que tout le monde reste comme ça. Malheureusement, c'est utopique et il faut vivre dans un monde où il y a des riches et des moins riches et des pauvres. Il faut un peu de tout pour faire un monde, c'est la vie. Maintenant, si vous voulez faire partie des gens qui sont riches, au lieu de rager, il faut juste taffer. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé. Voilà, donc là, du coup, je mets le point pour le dropshipping. Qui a gagné? Roulement de tambour. C'est la société qui a gagné. Moi, pour moi, le dropshipping, c'est le meilleur business pour faire de l'argent en 2023. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a eu des débordements, qu'il y a eu des abus, qu'il faut faire une généralité sur des logiciels. Ça m'a permis d'investir en crypto-monnaie. Ce business-là, ça a été un trampoline vivant pour moi. Donc, je vais jamais me permettre de cracher dans la soupe. Maintenant, effectivement, comme dans tout secteur, il y a des débordements. Donc, à vous de voir le positif et le négatif. Donc là, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires. C'était Marcus Aurens. On se dit à bientôt.